de Bordeaux et puis de vos sujets respectifs pour un débat qui sera animé par vous. Vous êtes enseignant à Bordeaux, n'est-ce pas? Est-ce que allez-y. À Bordeaux-Montaigne, à l'université Bordeaux-Montaigne, oui. Voilà. Louis Maine. En histoire, et je travaille justement sur la cuisine et l'histoire de l'alimentation. Très bien. Alors je vous laisse la parole pour un débat qui... attendez, ah oui. Non, mais je sais pas, ils sont... Pour un débat... mais non, mais voilà, je suis désolé, on m'a donné des choses techniques. À vous la parole, pardon. Alors, peut-être pour commencer, et puis pour lancer un petit peu la discussion, en évoquant ces liens justement entre architecture et cuisine, et on parle d'histoire, donc d'évolution dans le temps. Je voudrais peut-être commencer par vous interroger tous les deux sur la fonction même de la cuisine et de l'architecture. Se protéger, se nourrir, est-ce que c'est pas depuis le début de l'humanité finalement quelque chose d'essentiel, cette fonction-là? Oui. Mais je crois que effectivement au début, je voudrais saluer les 2-3 personnes qui sont là, encore que j'ai le projecteur dans les yeux donc je vois pas trop bien. J'espère que au son de la voix de Michel Péturelétan, il y a des gens qui vont arriver. En tous les cas, l'architecture et la cuisine, ça se rencontre souvent à table. Et la connaissance que j'ai la chance d'avoir de Michel s'est passée à la Toupina il y a de nombreuses années. Et au début, lui me parlait de cuisine. Moi, j'essayais vainement de lui parler d'architecture et de lui dire que finalement, je connaissais ou j'avais vu ou j'avais entendu parler d'un grand architecte. Et il a eu la gentillesse et l'humilité de me dire, mais tu sais que à Bordeaux aussi, il y a eu quelques bons architectes. Et nous avons débattu comme ça... autour de la table et effectivement Michel était pour moi sinon un exemple d'humilité, de gentillesse mais aussi de gourmandise parce qu'il aime bien fréquenter les restaurants. Alors c'est ça la question. Ma réponse n'est pas du tout relative à votre question, mais en tous les cas c'est vrai qu'on se connaît depuis très très longtemps et on a partagé au moins des idées. L'architecture et la cuisine, oui, à partir du moment où il y a le feu, mais Michel en parle beaucoup mieux que moi, à partir du moment où il y a le feu, l'homme se met debout et commence à rechercher des endroits où il a finalement un certain confort. Mais la cuisine en tant qu'élément pour travailler vient bien après. En tous les cas, au début, on en parlait avec Michel il n'y a pas très longtemps, c'est le feu, c'est le foyer, et le foyer est resté dans notre société, puisque... Le débat architecture et cuisine avec Jean-Pierre Xeradakis a débuté à l'étage R+1 sur le ring. Merci pour l'information. Donc tout le monde est au courant. Oui. Aujourd'hui, le foyer est une référence pour compter le nombre d'habitants dans le village. Michel, je te laisse... Oui, c'est exactement ce qu'on disait. Le foyer est la base de la maison. Hein, dans les temps préhistoriques, les premières huttes, elles avaient le foyer au centre, un trou en haut par lequel s'évacuait la fumée. Et on comptait encore les villages ou les villes en nombre de foyers. En nombre de feux, oui. Ou de feux. Voilà. Donc il y a une relation directe, non pas seulement par les mots, la parole, mais aussi par le physique. Et la maison s'est toujours développée, l'habitat, autour de ce point de feu, de foyer. Et dans les fermes, le foyer, la grande cheminée sous laquelle on se met l'hiver quand il fait froid, et dans la pièce principale qui était la seule pièce à vivre. Pendant très longtemps, les gens mangeaient et dormaient sous les vaches ou à côté des vaches dans la pièce qui avait été chauffée par le lieu où on faisait la cuisine. Et c'est pour ça que l'histoire nous démontre que l'évolution de la société s'est faite aussi avec l'évolution de la cuisine. Parce qu'à partir du moment où on a su cuisiner de la viande et manger plus de viande que de la viande qu'on arrachait sur les animaux qu'on venait de tuer, on a fait développer notre cerveau et on a en même temps fait évoluer la société. Donc la cuisine, elle est l'essence même de notre état actuel. Et en architecture, partant de la cuisine elle-même comme pièce principale, à laquelle on a ajouté après des pièces qui sont les chambres qu'on a séparées, puis ensuite des salons quand on en avait les moyens. Et à ce moment-là, on a un peu rejeté la cuisine, architecturalement parlant, parce que les bourgeois ne voulaient pas qu'on voie les
personnages qui travaillaient dans la cuisine, et puis ça avait des odeurs, et donc au 19e, 18e, 19e siècle, on a isolé bêtement la cuisine. Mais jusque-là, la cuisine était la pièce centrale, et était l'élément essentiel de l'architecture d'une maison. Donc on voit bien dans ce que vous venez de nous dire que finalement, architecture et cuisine se rejoignent autour de la table, et que finalement, le feu est le cœur de la maison, et la base même de la cuisine et de sa construction. Donc on a une fonction dans les deux, l'architecture et la cuisine, mais les deux aussi, ce n'est pas que ça, c'est aussi du plaisir. C'est aussi du plaisir des sens, l'architecture, la cuisine. Est-ce que, pour vous, quels sont les sens qui vous semblent le plus importants dans l'un et dans l'autre, et est-ce que vous voyez des évolutions sur ceux qui sont mis en avant? On parle beaucoup, par exemple, pour la cuisine aujourd'hui, de la dimension visuelle de la cuisine, peut-être au détriment du goût, Jean-Pierre. L'esthétique a toujours été recherchée, bien évidemment, et dans la création d'un appartement, enfin pas tous les appartements malheureusement, excuse-moi, mais en tous les cas, l'esthétique est recherchée. En matière de cuisine, le visuel est important, c'est-à-dire identifier ce qu'on va manger ou déguster. C'est important psychologiquement de savoir si on mangeait du bœuf ou du poisson. Aujourd'hui, quand je vois votre question sur les nouvelles présentations dans les assiettes, je pense que ça trouble un peu les gens, que les gens ou que certains cuisiniers se prennent pour des artistes et font de jolies signatures dans les assiettes, mais ce qui prime, à mon avis, le plus en matière de nourriture, c'est le goût et l'odeur. Donc finalement, on est en position debout depuis que le feu existe. Ce qui est important, et ce qui a attiré les gens de cette époque, c'est-à-dire à la préhistoire, c'est effectivement l'odeur et le goût. Mais oui, bien sûr qu'il y a une sorte de recherche d'esthétique de plus en plus dans les cuisines contemporaines et dans les restaurants. Mais à mon avis, c'est au détriment du goût et de la saveur. On pourrait dire qu'à force de vivre dans la cuisine pendant des siècles, on y a pris goût à la cuisine, et on a essayé sans doute d'en faire évoluer les odeurs, et qu'au quotidien, ou tout au moins dans la semaine, les plats changent. Et en plus, il y a les interventions religieuses telles que le vendredi pour manger du poisson. Mais architecturalement, la cuisine était un lieu essentiel, même chez les Romains où la cuisine avait une place, mais là, on ne mangeait pas, chez les nobles romains, les sénateurs, on ne mangeait pas dans la cuisine. Mais on mangeait allongé. Oui, tout à fait. On séparait, mais après c'est venu à partir à partir de la civilisation romaine, qui était quand même assez avancée en matière à la fois d'architecture et à la fois d'organisation, de chauffage, de bien-être, de confort, de décoration. Ils étaient vraiment très très avancés par rapport aux Gaulois, enfin par rapport à nous, si on peut dire. Mais d'ailleurs, Agora et Romain, c'était le centre où il y avait des débats, et ville vient du mot villain qui nous a été laissé par les Romains, mais les Romains ont commencé effectivement à séparer parce qu'ils considéraient que la partie du repas ou les repas dans lesquels ils avaient des invités, parce que c'était quand même, on parle des bourgeois, il fallait que ce soit très très décoré, très chaleureux, etc. Et les cuisiniers étaient remis un peu sur le côté, donc on ne les voyait pas. Et souvent les cuisines étaient éloignées d'ailleurs des salles à manger. Mais ça s'est fait après au 14e, 15e et 16e dans les châteaux, où les cuisiniers étaient en bas et les salles à manger étaient au-dessus. Même, je pense jusqu'au 19e, puisque André Guillot, qui a été un grand cuisinier, en particulier chez Raymond Roussel, il disait qu'il travaillait et qu'il voyait le jour par des soupiraux, oui. Parce que la cuisine était en sous-sol. Cependant, avec les monastères notamment et aussi avec les châteaux, voire Fontevraud, la cuisine devient un lieu exceptionnel. La cuisine de les cuisines, c'est un espace très grand où il y a plusieurs pianos, plusieurs espaces. Les cuisines de Fontevraud sont magnifiques. Et on a ici, dans notre région, une cuisine très belle, c'est à Roquetaillade, le château de Roquetaillade, une cuisine magnifique, avec tous les ustensiles, ce qu'on appelle la vaisselle, qui est en cuivre,
peinture qui est sur les murs, qui est exposée. Il y a une autre très belle cuisine qui est construite en 1890, c'est Charles Perrins. À Charles Perrins, l'hôpital psychiatrique, la cuisine est au milieu, de manière à desservir très vite et que ça ne se refroidisse pas tous les plats. Et la cuisine est presque aussi belle que celle de Fontevraud, avec 4 fourneaux dans chaque angle, etc. Alors ça, c'est l'architecture des cuisines. Mais cuisiner, c'est bien, et manger, c'est mieux. Et donc, on est venu ensuite à faire des salles à manger, qui sont à ce moment-là une intervention, c'est une pièce nouvelle, si je puis dire, dans le programme architectural. Et cette pièce nouvelle, elle a, à ce moment-là, évolué considérablement, notamment au XVIIIe, XIXe. Il faut savoir que sous Louis XV, quand on servait à la française la table, pour que ça se passe très vite, la table descendait du plafond. La table était préparée à un étage supérieur, et quand le roi arrivait, la table descendait, et les gens consommaient. Dès que le roi avait piqué 2-3 choses, il considérait le repas fini, et la table remontait. Et la pièce redevenait salon. Donc c'était une espèce de salle à manger provisoire, anecdotique et très, très courte dans le temps. Mais ensuite, au 19e, la salle à manger est devenue une pièce très importante où on expose, l'architecture y est très, très présente parce qu'on expose sa vaisselle. On met des meubles avec des éléments de façade en verre pour montrer sa vaisselle, montrer qu'on est riche, qu'on a les moyens et que ce qu'on va vous servir dans les plats est magnifique. Et la cuisine se rapproche de la salle à manger. Elle se rapproche à tel point qu'au XXe siècle, on a mis la cuisine dans la salle à manger. Et que les cuisines actuelles, ou les salles à manger actuelles, sont des cuisines. Et c'est très important, la place du cuisinier à ce moment-là. Donc finalement, on arrive à saisir, à travers l'évolution de la cuisine en tant que pièce, sa place dans la maison, dans les différentes demeures, finalement aussi les évolutions de la société. Si je reprends ce que vous venez de dire, par exemple la cuisine, ce qui communique ou qui ne communique pas avec la pièce de vie, avec la salle à manger, ça pose par exemple le rôle des femmes, la question du rôle des femmes. Dans les années 50-60, c'est des cuisines extrêmement étroites, où la femme finalement se retrouve un peu enfermée. Donc on a un lien très fort ici. Oui, on voit que l'évolution du lieu de vie des populations, en fonction de leur niveau social, est totalement rattachée à l'histoire. À partir du moment où les bourgeois deviennent importants dans la cité, à partir du XIe, XIIe siècle, la cuisine naît. Et la cuisine, non seulement en tant que lieu, mais la cuisine en tant que travail sur les aliments, etc. En même temps, à partir du XVe siècle, arrivent des nouveaux légumes et autres éléments qui viennent d'Amérique et d'ailleurs, et la cuisine évolue considérablement, tant dans sa fabrication que dans la façon de la mettre en œuvre, cette fabrication. Oui, il y a quelques cuisiniers historiques dont on parlait avec Philippe, en particulier Antonin Carême, qui est un des cuisiniers références pour tous les grands cuisiniers français, avec Escoffier et puis quelques autres. Mais j'ai appris avec Philippe qu'Antonin Carême était à l'origine architecte. Et ce qui fait que cette organisation de cuisine qu'il avait faite et qu'il avait proposée dans ses livres, et surtout ses pâtisseries, qui étaient des montages et en fait c'était de l'architecture, et petit à petit l'esthétique est arrivée dans la cuisine. Mais par rapport à ce que tu disais aux pièces qui se rapprochent de la cuisine, aux pièces qui petit à petit se séparent du feu et se séparent de la fabrication de la nourriture pour des raisons d'odeur, pour des raisons de confort, pour des raisons aussi de posture du bourgeois qui veut montrer qu'il est capable de recevoir dans des endroits, bon, on a l'exemple de l'autre côté, les boiseries 18e, avec les grands aplats pour mettre des tableaux familiaux, ou des tableaux et la cuisine est redevenue petite finalement, parce qu'elle n'est pas... mais en tous les cas, Schopenhauer... on laissait le vaisselier quand même, là où on recevait les amis et on les montrait... Oui, on mangeait pas dans des Johnson, mais ils étaient dans la vitrine. Mais au 18e, Schopenhauer qui vient à Bordeaux, elle est non seulement... gênée par les effluves d'ail des gens qui la reçoivent de l'autre côté à Lormont en calèche. Quand elle ouvre sa fenêtre, elle dit que les Bordelais sentent l'ail. Elle est complètement déçue de cette attitude, de cette odeur. Mais quand elle mange chez les bourgeois bordelais
pratiquement tous producteurs de vin ou en tout cas négociants en vin, elle trouve que les intérieurs 18e sont absolument prodigieux, que la vaisselle, que les verres et que les vins servis sont extraordinaires par rapport à son éducation à elle, qui était quand même beaucoup plus honneur. Donc il y a effectivement un besoin de paraître, mais un besoin aussi compte tenu de leurs moyens de richesse ou de montrer qu'on fait partie d'une société qui est une société cultivée. C'est là qu'il y a un lien avec l'histoire très fort, parce que l'histoire, c'est l'évolution de la société. Et en fonction des périodes riches ou des périodes pauvres, les personnes se comportent différemment et des classes sociales se comportent différemment. Et la cuisine et la façon de manger et de recevoir sont la façon la plus pertinente et impertinente de montrer qui on est, ce que l'on peut faire. Et là, à ce moment-là, tout le travail du cuisinier, de la cuisine, est très important. Oui, mais enfin moi, j'ai été élevé dans une cuisine qui faisait à la fois salle à manger. On avait la cuisine, enfin il s'agit d'une autre époque, bien évidemment, enfin la nôtre en tous les cas. Il y avait la cuisinière qui servait de chauffage, mais aussi d'endroit où on cuisinait. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, enfin en tous les cas par rapport à l'architecture et la cuisine, j'ai feuilleté il n'y a pas très longtemps un livre qui était un livre des grands architectes qui avaient fait des restaurants. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins intimement lié, mais il y a, je pense qu'en ce qui concerne un restaurant, il est utile que les gens se sentent à l'aise, bien installés, avec suffisamment de lumière. Et moi, je sais qu'à l'époque, dans les années 70, entre 70 et 80, je me suis posé des questions sur mon métier, enfin des questions qui étaient des demi-phrases ou juste des mots, mais à l'époque de la nouvelle cuisine, quand les restaurants se sont mis à devenir, à changer en tous les cas, donc on faisait de la nouvelle cuisine, les femmes de restaurateurs étaient en salle, ces restaurants-là sont devenus des endroits ou plutôt des lieux quasiment de tournage de films. On y mettait des tableaux, on y mettait des tentures, et on ne voyait plus trop la cuisine ou les produits. Nous, on a fait le contraire, on a mis cette grande cheminée qui représente pour nous le symbole effectivement de la cuisine, mais aussi le chauffage, la lumière, enfin la cheminée est extrêmement symbolique, en tous les cas dans la région, et dans les Landes ou dans le Gers ou au Pays Basque. Et on y a mis, surtout on y a rajouté des odeurs, c'est-à-dire on fait la cuisine dans la cheminée et on a rajouté le feu, le visuel et les odeurs. Et c'est finalement ça rassure les gens quelque part quand ils voient la nourriture. Oui, mais ça c'est contemporain. Même si ta cuisine elle est de forme et d'expression traditionnelle, je parle du lieu, c'est contemporain que de vouloir faire apercevoir la cuisine, d'ailleurs, depuis les salles. Alors, les restaurants en architecture ont beaucoup évolué. Autant 18e, 19e, surtout 19e, c'était des salles à part, où l'on mange, tout simplement, et on est servi. Autant, depuis, après la guerre de 45, avec grâce au travers de la façon de vivre des Américains et des Allemands, dans lequel, au Champ du Nord, on avait installé le lieu de vie de la famille dans la cuisine, avec une table, des chaises. La cuisine de Francfort, notamment, qui est un exemple assez célèbre d'aménagement de cuisine dans cette période-là. Exactement. Et donc, à ce moment-là, la cuisine évolue beaucoup plus. Déjà dans les familles. Et pour les architectes, concevoir un appartement, une maison, quand on fait un programme de bailleur social, vous avez l'entrée, le machin, etc., la salle de bain, la cuisine qui est donnée, X mètres carrés et le séjour, ce qu'on appelle le séjour. Mais ce code ou ce mode a évolué. Maintenant, tous les promoteurs acceptent que la cuisine soit dans le séjour parce que leurs acquéreurs ou les personnes qui vont y vivre ont pris ce nouveau mode de vie. Parce que c'est une pièce à vivre et on retrouve quoi? On retrouve la ferme dans lesquelles les gens passaient leur vie derrière la cheminée, notamment les fermes médocaines avec ces grandes cheminées, où est accroché un récipient en fonte, souvent dans lequel il y a de l'eau qui bout en permanence,
une toupine, la toupigna, et dans lequel on trempe, un peu comme chez les Chinois, ce qu'on va manger quand on va bien manger à n'importe quelle heure, parce que la pluie nous fait revenir du champ. Eh bien, on revient curieusement à cette pratique. Évidemment, il n'y a plus une cheminée avec une crémaillère, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a su gérer le problème des odeurs. Et on a su aussi gérer les problèmes de la clarté, donc de la lumière naturelle, et en même temps de la disposition. Mais quand il s'agit de restaurants, on retrouve la même évolution. Parce que moi qui ai bien connu Jean-Marie Amat, quand il a refait son restaurant, le but a été que depuis des salles qui avant étaient isolées, on voit la cuisine. Et donc, dans le mur, il y avait une fenêtre. Puis depuis, voir Stark et les autres, la cuisine est visible à travers des grandes baies, on voit tout. Parce que comme ça, non seulement on sait ce qu'on va manger, mais en même temps, c'est le réflexe archaïque de revenir à la cuisine des premiers hommes. Puis il y a la question de la confiance, et puis il y a la question du statut aussi du cuisinier. C'est lié aussi à l'évolution du statut de cuisinier qui devient, je dirais, visible, alors qu'avant il était, comme le disait Jean-Pierre, plutôt caché dans les soupiraux. Dans les sous-sols. En tous les cas, pour ce qui est de la visibilité des clients sur la cuisine, il y a Ducasse, c'est pas le premier, mais je pense qu'il a été un des premiers, qui a fait lui une salle à manger privée dans sa cuisine. Et donc, quand il invite des personnalités ou des journalistes, il mange quasiment dans la cuisine, et en particulier quand il était à New York, il avait inauguré ça, il mange dans la cuisine, il y a simplement la possibilité de communiquer avec ses cuisiniers, mais il y a une table de 6 ou 8 personnes, et vous êtes au milieu de la cuisine. Alors c'est assez spectaculaire, évidemment, puisque pour quelqu'un qui connaît pas le métier... C'est pas le commun des mortels qui mange dans la cuisine de Ducasse. Non, mais il y a Maximin qui avait fait ça par rapport au côté spectaculaire. Maximin avait fait un restaurant, il avait racheté un ancien théâtre, il avait fait la cuisine sur la scène de théâtre, et quand le service commençait, quand les commandes étaient prises, le rideau se levait, et quand le service était terminé, le rideau se baissait, les cuisiniers sortaient, ils se faisaient applaudir, et ils partaient chez eux, mais malheureusement, Jacques Maximin a fait faillite parce que c'était une idée complètement farfelue, mais c'est dommage. C'était magnifique. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce qu'avait repris aussi à Paris le quartier latin, un garçon qui s'appelait Rivière, qui est de Bordeaux d'ailleurs, et dans l'Alcazar, il y avait la scène et la cuisine juste à côté, et on mangeait en voyant la scène sur laquelle il y avait des acteurs comme au Lido, mais la cuisine, on s'était mélangé à la fois. C'est formidable. La cuisine, donc, a un lien direct avec l'architecture en tant qu'espace, en tant que lieu, mais la cuisine et l'architecture, c'est aussi des matériaux. Je voudrais un peu qu'on parle un petit peu de cette question des matériaux, et notamment si on pense au risque éventuellement d'uniformisation des constructions ou d'uniformisation de la cuisine. Est-ce que la notion de matière locale, elle a un sens pour le cuisinier et pour l'architecte ? Oui, puisqu'il m'a cité en premier, je vais répondre en premier. Mais je pense que oui, je disais, je sais pas, quelqu'un m'a posé la question de savoir quel rapport il y avait entre l'architecture et la cuisine, et je lui ai répondu du tac au tac en lui disant, je pense que les gens qui vivent dans des maisons sur pilotis et qui mangent du poisson n'ont pas la même alimentation que ceux qui sont dans des huttes empisées au milieu du désert. Je pense que l'architecture est liée à la cuisine dans ses premiers balbutiements, donc depuis que les hommes sont sur Terre. Je pense qu'on est complètement conditionné d'abord par le climat, par l'environnement et par ce qu'on y trouve. Toulouse est en brique, Bordeaux est en pierre. Essayez de comprendre, c'est évident que nous on a des carrières de pierre et que Toulouse fait autre chose, a un autre type de construction. Nous en tous les cas dans mon métier, moi j'ai essayé de mettre en permanence en relation des producteurs et des restaurateurs, mais des producteurs locaux, parce qu'il s'agissait pas de servir des tomates en janvier, mais simplement pendant la saison. Et je pense qu'on a plutôt réussi à essayer de promouvoir les produits agricoles. Mais l'architecture va de la même logique.
Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation, en matière de cuisine, on trouve des propositions qui sont certes exotiques ou rigolotes, et même il y a des gens qui sont de très bons cuisiniers qui proposent des plats assez inventifs avec des produits locaux. Ils insistent aujourd'hui sur le fait d'être locavore, mais bien sûr que l'environnement, il est complètement lié. Donc, ça fait partie de notre patrimoine aussi. On est fiers d'avoir des steppes à Bordeaux. De la Loze. Alors pour l'architecture, c'est assez différent. Si on s'éloigne du foyer ancestral, quand la salle à manger apparaît, comme on l'a dit, elle a besoin d'un décor. Alors le décor va évoluer et très souvent, ça va être des lambris en bois. Au 18e et au 19e, on va commencer à avoir des tapisseries et puis ce mobilier dont je parlais tout à l'heure, les vaisseliers qui vont venir apporter un décor. Mais la salle à manger doit être un peu plus rustre, si je puis m'exprimer ainsi, un peu moins chargé en décor que le salon. Puisque une fois qu'on a mangé, on va se reposer dans le salon. Quand on reçoit des gens que pour quelques heures, on les reçoit dans le salon. La salle à manger donc a un statut qui lui est propre. Mais aujourd'hui, et ce statut, très souvent, les matériaux étaient les matériaux locaux. À part quand arrive la tapisserie, où on peut voir n'importe quel décor. Mais aujourd'hui, tout a évolué. D'abord, l'architecture s'est mondialisée, ce qui est une grave erreur, parce qu'on pourrait trouver New York à Bordeaux, personne s'offusquerait parce que ce serait moderne. Donc il faut savoir, comme l'a fait Bordeaux, conserver son histoire et son écriture qui lui est propre parce que c'est la pierre. Et il faut aussi retrouver cette relation. Mais c'est très difficile actuellement. Quand vous rentrez dans un grand restaurant, d'un grand hôtel moderne, récemment construit, vous ne savez pas si vous êtes à Pékin, à Sydney, à Buenos Aires ou à New York, parce que les architectes vont utiliser de l'acier, du corten, des trucs comme ça. Le seul matériau qui n'a pas beaucoup bougé et qui a été important pour la cuisine, c'est le carrelage. Quand on a réussi à faire des carrelages industriels, début du XXe siècle, on en avait déjà à la fin du XIXe, on en a mis au sol parce que c'est plus facile à nettoyer, puis on en a mis en crédence, c'est-à-dire verticale, au-dessus de ce qu'on appelle le plan de travail, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer, et ça c'est un matériau qui a perduré et qui perdure encore. Et il y a des grands fabricants de carrelage qui savent parfaitement trouver des carrelages d'aspect contemporain, mais qui restent du carrelage. Et ça peut être presque international, ce l'est d'ailleurs, parce que c'est souvent des Italiens et surtout des Espagnols qui actuellement sont les plus forts en carrelage, et ils peuvent vous faire un carrelage d'aspect acier corten, on croirait vraiment que c'est de l'acier, ou du bois, on croirait vraiment que c'est du bois, ou l'aspect traditionnel du carreau, carrelage. Mais ça, c'est pratiquement ce matériau qui, partant de la cuisine, maintenant arrive dans les séjours, puisque les séjours sont cuisines, ou les cuisines sont séjours. Et c'est le matériau qui évolue. Mais malheureusement, de mon point de vue, le XIXe siècle a effacé les couleurs locales, les architectures locales, l'utilisation de matériaux locaux. Seul le cuisinier reste attaché à son terroir. Le cuisinier que je suis, enfin en tous les cas, celui que je représente là. Alors peut-être pour terminer avec une dernière question, essayez aussi peut-être de se projeter vers l'avenir. Vous venez de parler tous les deux du patrimoine, plus ou moins mis en avant, plus ou moins préservé dans les deux cas, et on voit bien, et on le sait bien, la cuisine et l'architecture, c'est du patrimoine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu les mêmes interrogations dans les deux univers autour de la question du développement durable? Cette question qui est très à la mode, est-ce qu'on la retrouve aussi dans ces deux domaines que sont la cuisine et l'architecture? Alors, je pense que les cuisiniers font un très gros effort quand, comme Jean-Pierre, ils utilisent des produits locaux, cycle court, peu de dégagement de gaz carbonique dans le transport, fraîcheur du produit, et donc là, on est écologiste. Pour les bâtiments, c'est assez différent. Il faut quand même se rappeler que le premier qui a fait une cuisine intégrée, c'est Le Corbusier à Frugès, à Pessac. Et c'est très important. Il avait mis la cuisine dans le séjour. Et il avait évité l'entrée et le couloir, de manière à faire une seule pièce. C'était direct. Et c'était construit avec des matériaux locaux, du ciment, mais du ciment local. Maintenant, les architectes, en général, ils sont obligés par la loi de trouver des matériaux qui consomment moins à la fabrication d'énergie
et de dégagement de gaz carbonique, et que leur mise en œuvre soit la plus raisonnable, et qu'on évite les transports. Donc nous ici, on a le bois, l'immense forêt des Landes, qui n'est pas un bois d'œuvre, mais en France, il y a des très grandes forêts qui peuvent permettre de faire des structures en bois avec un circuit assez court, un matériau qui demande peu d'énergie pour le couper, tailler et mettre à la disposition des fabricants de maisons. Et si on arrive dans chaque région à travailler avec le bois régional, on arrive à avoir un circuit court et on est assez écologique. Pour les matériaux de seconde œuvre, après, si on utilise un plancher local, on fait encore assez court. Si on utilise des plâtres produits dans un proche environnement, on est encore dans un circuit assez court. Mais ça, c'est une recherche qui est absolument en place, que la loi encadre même. Alors maintenant, on va vers de l'habitat que l'on appelle soit partagé, soit que l'on appelle à finir, ou ce qu'on a des volumes libres, si vous voulez. Bon, moi j'ai commencé en 1966 à le faire, mais on a eu beaucoup de difficultés à le faire admettre. Il y a des gens pensaient qu'il fait que l'architecte il dessine l'entrée, qu'il dessine le séjour, qu'il dessine la cuisine, la chambre et les toilettes. Maintenant, on a beaucoup évolué, et ces idées qui pour moi ont 50 ans commencent à se mettre en œuvre dans des habitats collectifs, et ça va être le cas de l'autre côté de la Garonne, entre Senon, Lormont, au pied de Senon-Lormont, sur le territoire de Bordeaux. Et là, donc, quels vont être les matériaux ? Comment la personne qui va acquérir son appartement et qui est libre de le disposer comme elle veut, va-t-elle le faire ? C'est un point d'interrogation. Oui, une vraie problématique. Et les circuits courts, Jean-Pierre, vous aussi, c'est ça. Oui, enfin, en tous les cas, moi, oui. Je suis pas comme Michel, je vais pas utiliser le bois dans ma cuisine, encore que pourquoi pas, on peut trouver des choses. C'est un bio, c'est vrai qu'il y a un bio, mais on subit forcément, ma foi, les modes, les courants, les propositions, les interrogations, et aussi on est quand même sensible à ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'utilisation de pesticides dans l'agriculture, donc on est en alerte, on essaie de faire travailler les producteurs locaux, mais là il y a un des garçons qui vient d'arriver, qui fera le prochain débat, qui s'appelle Arnaud Daguin. Alors il est extrêmement discret, il a enlevé son chapeau pour pas qu'on le reconnaisse, mais lui il est sur la permaculture, sur l'agroforesterie, il pose des bonnes questions, et les restaurateurs évidemment, s'ils veulent être dans le courant, ou s'ils veulent être dans le mouvement, ou en tous les cas dans la mode entre guillemets, ils sont obligés de tenir compte de ça. Notre environnement évolue, les produits qu'on nous propose évoluent. Le choix des produits est compliqué parce que quelquefois on a des surprises, et c'est journalier. Moi j'ai fait ça avec les tomates. Ce qu'on m'a proposé avec les tomates, c'est de mettre 1,8 km de pieds de tomates sur les quais, de tomates de variétés anciennes, qui sont pas des tomates qui arrivent de chez Monsanto, et que ce sont des tomates dont les graines pourront repousser l'année prochaine. Mais c'est aussi pour indiquer aux gens que les tomates, c'est quand même un fruit ou un légume qui est là depuis assez peu de temps finalement, puisqu'il est arrivé au 18e, et qu'au début il n'était pas considéré comme un aliment, en tous les cas en France. C'est les Italiens, encore une fois, qui ont commencé à les cuire, à les présenter. Mais ces tomates que vous allez voir demain sur les quais, soyez assurés que vos enfants ou vos petits-enfants ne les verront pas forcément dans quelques années. Alors et bien sûr, on mangera des tomates toute l'année, ce sera formidable, mais aujourd'hui, dans votre alimentation, sachez que 90% des tomates que vous mangez, c'est des tomates industrielles. Chinoises. Oui, il y a 50 000 tonnes de production de tomates chinoises. Et bon, après, c'est des articles. Alors, on est sujet aussi à se laisser influencer par ce qui est écrit ou ce qu'on entend à la télé. Mais la réalité existe vraiment. Notre alimentation est en danger, mais peut-être pas, parce que finalement, on mange quand même assez différemment des hommes préhistoriques qui bouffaient des larves, des trucs moitié pourris, etc. Donc, il y a une évolution. Mais moi, je préfère préserver le goût et la qualité et essayer de faire en sorte de terminer notre débat sur une note sympathique. Vous avez un restaurant où il y a des tomates là, qui est ouvert, ceux qui ont encore faim. Et vous avez le président de l'association des jardins de l'Andiras, qui, grâce à lui, nous avons fait ces 1800 pieds de tomates que vous verrez demain.
Cependant, on peut dire, en étant très positif, que l'évolution dans le collectif et peut-être dans le logement individuel de la cuisine va être considérable. Pourquoi ? Parce que comme on va manquer malgré tout dans certains pays de production fraîche et de proximité, on va sans doute associer, nous l'avons déjà étudié, des jardins sur des terrasses associées à l'appartement, pas sur le toit, mais associées à l'appartement, et aussi des lieux où il y aurait des animaux, et notamment des insectes. Parce que, pour revenir à ce que tu as dit, bientôt, on va manger des insectes qui sont très riches en protéines et qui seront une nourriture qu'on pourra faire chez soi. Alors, on voit bien avec tous vos propos que finalement, l'analogie entre architecture et cuisine fonctionne très bien. En 1965, l'architecte et historien de l'architecture Peter Collins évoquait cette analogie comme étant la première entre architecture et gastronomie, ensuite avec la langue, ensuite avec la biologie, mais la première association pour lui, pour comprendre l'architecture, il faut comprendre la gastronomie, et je crois qu'on peut vraiment vous remercier tous les deux de nous avoir porté cet éclairage croisé sur cette question du lien entre cuisine et architecture. Je crois qu'on peut les remercier. Merci beaucoup.